Voilà, il est largement temps d'attaquer le délicat problème des relations entre coefficients et racines. Alors je dis délicat parce que, bon, il n'est pas délicat en soi, mais on voit bien quand on est sur ce chemin-là que ça peut facilement dériver vers des théories un peu complexes comme la théorie de Galois, et, euh, et qu'on a envie de dire plus que ce qu'on dit là. Mais ce qu'on va écrire reste, ça reste des choses très très raisonnables. Euh, alors, on prend un polynôme à coefficient dans un anneau, unitaire, intègre, hein, tout ce qu'on veut, et bon, on pense à z, mais on peut penser à être sur un corps, mais bon, quand on dit un anneau, c'est beaucoup plus général, hein, donc on peut travailler sur un corps, mais a priori, on pourra travailler sur z. Alors, le polynôme, il est unitaire, comme ceci, et on prend des racines, on choisit ces racines. Alors si c'est z, on peut aller les chercher donc jusque dans c, s'il le faut. Euh, lambda n, ces racines, que l'on compte avec multiplicité, de sorte à ce que, bah, vous le savez, comme les polynômes x moins lambda i avec multiplicité, hein, donc puissance mi, sont premiers entre eux, et qu'il y a une divisibilité, et ben, il y a divisibilité par le produit, et comme là à gauche c'est unitaire et là c'est unitaire de même degré, il y a égalité. Donc on a deux versions du polynôme, hein, une version qui est développée, qui est une version développée par unicité finalement de la décomposition, hein, on sait qu'on a une base, et une version factorisée, ça qui nous vient de l'arithmétique des polynômes. Maintenant, ben, c'est fait pour, on peut identifier. Puisqu'on peut identifier, eh ben, on va avoir quoi? Ben, je vais regarder le terme en x puissance n-k, d'accord? Alors, à gauche, ça va être a indice n-k. Alors, k, hein, il va de 1 à n, parce que là, c'est pas la peine. Donc, a n-k, bah, ça veut dire qu'on a x puissance n-k, c'est-à-dire qu'on va choisir x n-k fois quand on va développer ici. D'accord? Mais choisir x n-k fois, bah oui, ça revient à choisir les lambda i k fois. Donc on va choisir k lambda i, c'est ordonné ici, hein, d'accord? Donc de lambda i1, lambda i2, lambda ik avec i1 strictement plus petit que i2 strictement plus petit que ik, et allant de 1 à n, et on va faire la somme de ça, et il va y avoir un moins 1 puissance, bien sûr, k, ici, qui arrive. D'accord? Donc en identifiant les termes en x puissance n-k, on obtient cette égalité qu'on appelle la relation coefficient-racine. Et qu'on appelle aussi, ici, c'est moins 1 puissance k, il apparaît quelque chose d'intéressant, c'est un polynôme en les racines, d'accord, un polynôme à plusieurs variables, hein, en les racines, qu'on va appeler E indice K. D'accord? Alors, regardons un petit peu ces E indice K et ces égalités obtenues. Et ben, pour K égale 1, ben, E1, ça va être tout simplement la somme des racines, lambda 1 jusqu'à lambda n, et en passant moins 1 de l'autre côté, moins 1 puissance 1, hein, on va avoir moins AN moins 1. Ensuite, pour k égale 2, ben, on va avoir la somme des racines prises 2 par 2, d'accord? Donc, ben, il y en a 2 parmi n, hein, des sommes de lambda i, lambda j, et ça fait an-2. Vous voyez cette alternance de signes. Et enfin, bon, alors après, c'est pareil, hein, c'est pas la peine d'écrire. Et à la fin, on a lambda 1 jusqu'à lambda n, le produit des racines, d'accord? Là, il n'y a qu'une seule possibilité. Le produit des racines, eh ben, ça fait moins 1 puissance n à 0. Hein, c'est ce qu'on obtient. En fait, c'est ce qu'on obtiendrait si on devait poser grand X, évaluer grand X en 0. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle les relations coefficients-racines. Mais maintenant, ces polynômes en les racines sont arrivés avec leur évaluation. On peut les regarder non évalués en les racines et directement comme des polynômes à n variables. C'est-à-dire que je vais poser ek de grand x1, grand xn, ou ek tout court, comme étant la somme
des x, i1, x, ik, hein, pour tous ces i1, ik ordonnés entre 1 et n. Et c'est ce qu'on appelle donc les polynômes symétriques élémentaires, d'accord? Ils sont particulièrement, parmi les polynômes symétriques, ils sont particulièrement intéressants, on va voir pourquoi. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme symétrique? C'est un polynôme, vous voyez, où quand on permute les variables, on obtient exactement la même chose. Comme par exemple la somme, ici, vous pouvez permuter les variables comme vous voulez, à la fin, vous obtenez la même chose. Bon, on sait que comme Sn est engendré par les transpositions, ça veut dire que permuter les variables, il suffit de pouvoir permuter 2 par 2 les variables, et si vous, en permutant les variables 2 par 2, vous obtenez la même chose, alors pour toute permutation, vous savez que vous allez obtenir la même chose. Voilà. Alors, pourquoi les EK sont importants? Plus que d'autres polynômes symétriques, on va le voir. Voilà. Donc le théorème, c'est ça. Tout polynôme symétrique P de Z de x1, xn, alors vous remarquez que le théorème est sur Z, attention, hein, s'il est sur Z, ça veut dire qu'il est très fort, plus que s'il était sur C en fait. Et P ici, dans Z de x1, xn, symétrique, donc qui a cette propriété d'être symétrique, hein, donc on écrit pour les polynômes symétriques, dire qu'il est symétrique, on met une puissance Sn ici, hein, on n'a pas une puissance, c'est un indice supérieur. Il s'écrit de manière unique, P égale Q de E1, E2 jusqu'à En, avec un Q dans Z de Y1 jusqu'à Yn. Voilà, alors je vous donne tout de suite un exemple. On va partir du polynôme symétrique x1 carré plus x2 carré jusqu'à xn carré. Il est bien symétrique, vous pouvez permuter les xi comme vous voulez, et c'est symétrique. Et c'est égal à x1 plus jusqu'à xn le tout carré, d'accord? Bon, et ensuite, quand vous allez développer ça, vous voyez que vous allez obtenir ça, mais vous allez obtenir des termes en trop, vous les enlevez, il se trouve que c'est 2 fois, il faut enlever 2 fois le produit des xi, xj. Eh bien, ça veut dire que ce polynôme, qu'on appelle la somme de Newton S2, d'accord? Ça va être la somme de Newton. S2, c'est E1 carré moins 2E2. Vous voyez un peu l'homogénéité, hein? E1, mais il est au carré, parce que lui, il était de degré 1, hein, et ici, E2. Donc E1 carré moins 2E2. Ça veut dire ici que l'unique polynôme Q qui est assuré par le théorème, eh bien, Q, c'est Y1 carré, d'accord, moins 2Y. Voilà. Et il est bien sur Z. Q est bien sur Z. C'est ça qui est important. Voilà. Donc là, c'est un théorème, il n'est pas difficile à prouver, il est juste pénible à prouver. Pour montrer l'existence, hein, on est obligé de faire une récurrence, de mettre sur cet anneau de polynôme, de mettre une graduation. Et puis, regarder des monômes, c'est une graduation avec un ordre lexicographique sur les xi, et puis regarder le plus grand monôme dans P, et puis montrer que ça marche pour ce plus grand monôme, et puis descendre dans cet ordre lexicographique. Bon, ça passerait pas très bien comme ça sur un petit tableau, et puis comme ça, même à l'oral, vaut mieux le voir écrit, mais bon, généralement, c'est pas quelque chose sur lequel on vous questionnera trop à l'oral, je pense pas. Mais maintenant, regardons. S1, c'est la somme des xi, d'accord? Sk1, c'est la somme des xi puissance k. Et S1, c'est donc la somme des xi puissance 1, donc la somme des xi, c'est E1. Mais S2, c'est E1 carré moins 2 E2, d'accord? C'est ce qu'on vient de voir. Eh bien, vous voyez que E1, ça veut dire que c'est S1. Mais E2, c'est, disons, 2E2, c'est S1 carré moins S2, puisque S1 c'est E1. Donc E2, c'est égal à 1 demi de S1 carré moins 1 demi de S2. Et ça, là on voit que si on veut prendre comme générateur, donc voilà, hein, en gros le mot est lâché, hein, les EI sont des générateurs, hein, d'algèbre,
ou d'anneaux, hein, des polynômes symétriques. Et ce sont des générateurs qu'on appelle algébriquement indépendants. C'est ce qui est donc générateur, c'est s'écrit, et algébriquement indépendant, c'est de manière unique. Mais les SI vont aussi jouer le rôle de générateur. Ils peuvent être algébriquement indépendants, mais par contre, l'existence, elle ne va pas être sur Z. Vous voyez, on a dû diviser par 2, et donc, en fait, on est sur Q. Donc, ces polynômes symétriques, ils sont importants. Pourquoi? Ben, ils sont importants parce que dès que j'ai une expression en les racines, je suis assez embêté, parce que déjà, j'ai fait des erreurs en calculant les racines, hein. Mais en plus de ça, je vais devoir faire des calculs sur ces racines sur lesquelles j'ai fait des erreurs. Donc, je vais engendrer d'autres erreurs. D'accord? Si je peux regrouper des polynômes symétriques en les racines, alors je retombe sur les coefficients. Et les coefficients, il y a moins d'erreurs sur les coefficients. A priori, voilà. Imaginons que P est entier, voilà. Il n'y a pas d'erreur sur les coefficients. Donc, c'est important de regrouper les choses en polynômes symétriques à cause de ce théorème. Et élémentaire, parce qu'on reste sur Z. Si on est parti de Z, on arrive à Z sans diviser. Voilà. Entre autres, on peut être sur un corps de caractéristiques P, et ça va rester générateur, alors que lui ne sera plus générateur. Voilà. Ok, on va passer maintenant aux identités de Newton.